en place avec la mobilisation des gendarmes, des patrouilles ainsi qu'un hélicoptère qui survolait la zone. 2 heures plus tard, vers 19h, le plan a finalement été annulé puisqu'aucun avion n'avait été signalé dans le secteur. Des rêves réalisés. Hier, à Cormeilles-en-Vexin, 147 enfants du Val d'Oise ont fait leur baptême de l'air grâce à l'association des pilotes de l'aérodrome. Invités par l'organisme des Chevaliers du Ciel, ils ont pu survoler les champs et les maisons pendant 20 minutes. Des rêves de gosses sont des opérations organisées depuis 23 ans pour égayer le quotidien des jeunes en situation de handicap. Mais cela permet aussi aux enfants de créer des liens entre eux et d'approfondir le domaine de l'aviation. Laissez place à votre créativité. Le festival Caps Attack à Cergy commence aujourd'hui et dure jusqu'à dimanche. Une deuxième édition où les amateurs de vente de peinture ont carte blanche. Autour des Trois Fontaines, au pied de la tour étudiante des Chênes, dans la rue de la Préfecture et aux abords de la gare, des murs entiers vont être recouverts de fresques. Pour couvrir l'événement, ce sont 50 street artistes de toute la France qui comptent venir, comme Enora, Sipak ou encore Kendo. Pour en savoir plus sur le programme complet, rendez-vous sur la page Facebook de Caps Attack. Et pour refermer ce flash, participez à un film. Du 8 au 10 juillet prochain aura lieu le tournage du long métrage de Samuel Benchetri, appelé « Cette musique ne joue pour personne ». Une production tournée à Saint-Brice-sous-Forêt et qui pour l'occasion recherche des figurants. Hommes ou femmes âgés de 20 à 80 ans ou bien même de toute origine, vous êtes la bienvenue pour envoyer votre candidature. Pour cela, il suffit d'envoyer vos noms, prénoms, coordonnées complètes et photos à sagefigu@gmail.com. Merci Elisa pour toutes ces informations valdoisiennes. Nous vous retrouverons à midi 10 pour faire le point sur l'actualité au plus près de chez vous. Maintenant, vous avez rendez-vous avec le bar de l'économie présenté par Florence Sueur. Je vous retrouve demain matin pour une nouvelle matinale sur IDFM Radio Anguin. Très bonne journée. Alors, si vous voulez bien mettre vos casques sur les oreilles, ça vous montrera quand vous parlez en dehors du micro. Parce que du coup, on entend quand même beaucoup moins bien. Laurence, il faudra bien vous rapprocher de Florie quand vous êtes dans la caméra. Bonjour. Toi aussi, et personne ne dit bonjour. Ça, c'est Bonjour. plaisir. Bonjour. Tu dis aux autres de le mettre, mais toi tu le mets pas. Mais non, ça me gêne. On y va Florence, je vais faire alors. juste la transition. On y va, ouais. Allez. Vous avez des volumes là pour régler. Ah oui, le volume, parce que moi, c'est toujours pour les sourds. Alors moi, j'ai perdu mon... Non, mais moi, au contraire, c'est trop fort, je trouve. Ah ouais. J'entends très bien, donc... Attention. Ouais. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin. Beaucoup de sujets. Ville d'Henry, Christophe, emploi, culture, bien-être et un tout nouveau réseau social. Voilà les thèmes du jour. Et pour cela, j'accueille tout de suite Gérard Leroux. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire d'Henry où résident environ 2450 habitants. Dans la vie, vous êtes un entrepreneur. Le village d'Henry est situé aux portes du parc naturel du Vexin. Il est entouré des villages de Livilliers, d'Hérouville, d'Auvers-sur-Oise, d'Auny et de Pontoise. Il est à 3,5 km de Cergy-Pontoise et vous faites partie donc de cet ensemble. Nous parlerons des défis dans la gestion d'une petite commune, de la nouvelle zone d'activité qui voit éclore un projet de ferme bio et puis aussi sans doute de la résidence d'accueil pour une vingtaine de personnes en situation de précarité. Sera-t-elle réalisée ou pas? À vos côtés, Alexandre Jude, bonjour. Bonjour. Alexandre, vous êtes économiste chez Indeed, la plateforme de recherche d'emploi fondée en 2004 par 2 Américains mais rachetée par un groupe japonais en 2012, le groupe Recruit CO Ltd. Et vous avez pour mission d'analyser le marché français. Vous représentez en France aussi le Hiring Lab, l'institut de recherche d'Indeed qui réfléchit sur l'avenir du travail et dans l'emploi dans le monde. Et c'est donc toutes ces questions que nous allons aborder ensemble. Florie Baylen, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission musique au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains et coordinatrice du Numérique Lab. Avec vous, nous irons dans l'actualité culturelle, car de grands rendez-vous s'annoncent en juin. Donc, on va faire une belle pause culturelle avec vous. À nos côtés, nos 2 startups du jour. Laurence Vélin, bonjour. Bonjour. Vous êtes ostéopathe, naturopathe et nutritionniste. Et en 2016, vous devenez directrice générale de Cell Food. Avec vous, on va parler de métabolisme, car vous fabriquez une gamme de compléments alimentaires, une formule 100% naturelle, à base d'oligo-éléments, d'enzymes et d'acides aminés. Et puis enfin, dans un tout autre domaine, notre start-up du jour, John Banner, bonjour. Bonjour. À Vivatech, vous avez présenté
Widre, si je prononce bien, comme un nouveau réseau social basé sur le répertoire de l'utilisateur. Et donc c'est ça qu'on va découvrir avec vous tout à l'heure. Mais tout de suite, comme d'habitude, c'est les infos du jour que je vais vous demander à tous de commenter si vous voulez bien. Et la première que j'ai retenue, bien entendu, 10 jours après la chute du parti Les Républicains aux Européennes, Valérie Pécresse, présidente de la région Île-de-France, annonce son départ en indiquant que le parti est verrouillé de l'intérieur, je cite. Présidente de la région Île-de-France, porte-parole du gouvernement Fillon, ministre du Budget et ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Lors de la présidence de Nicolas Sarkozy entre 2007 et 2012, Valérie Pécresse imite Xavier Bertrand et avant lui Alain Juppé, qui s'était mis en congé de leur famille politique. Au lendemain de la trêve du Novotel, conclue par Gérard Larcher, elle estime qu'elle n'a plus sa place dans le parti Les Républicains. L'objectif est bien sûr les élections à la région Île-de-France, où elle compte rester à la tête. Et d'après un sondage qu'elle a elle-même lancé, elle obtiendrait 30% de voix, mais il est clair qu'un candidat des LREM pourrait changer la donne. Donc, va-t-elle rejoindre la République En Marche ou garder son mouvement libre? Nous verrons bien. Qu'en pensez-vous, Gérard Leroux? Pour moi, je crois que le travail de Valérie Pécresse aujourd'hui, pour nous, petite commune rurale, est évident. Elle fait un travail remarquable. Qu'elle décide de quitter LR pour... je ne sais encore, mais à mon avis, au niveau de la droite, on a besoin de nouveaux leaders, mais des jeunes bien, mais des leaders qui ont un passé. On a besoin de jeunes, de plus jeunes, ou de gens qui ont un passé. Voilà. C'est-à-dire que ce que vous voulez nous dire, c'est que vous trouvez que finalement, tous ceux qui arrivent en politique, mais sans avoir jamais exercé un mandat, ça pose problème. Voilà. Aujourd'hui, Valérie Pécresse, dans son travail au niveau dans sa mission au niveau de la région Île-de-France, vraiment, il y a un travail de fait vraiment de très fond. sérieux. Oui, de fond. Nous, on parle de nous comme une rurale depuis que Valérie Pécresse est à la région. Et avant, la ruralité n'existait pas. Avant, on était un petit peu délaissés, surtout nous, dans le Val d'Oise. C'est un peu vrai, merci de l'avoir rappelé. Autre info du jour, c'est confirmé, les Français travaillent moins que leurs voisins. Les salariés français à temps plein travaillent 36,1 heures par semaine contre les Allemands qui travaillent 34,1 heures par semaine. Et nous travaillons 3 heures de moins que les Britanniques, selon une étude de la Direction générale du Trésor public rendue ce mercredi 5 juin, c'est-à-dire hier. À l'inverse, ceux à temps partiel travaillent 23,1 heures hebdomadaires, soit 2,4 heures de plus qu'ailleurs en Europe, 3 heures de plus qu'à Londres et 4 à Berlin. C'est principalement dû à un nombre de droits à jour de congés payés, 32 jours en moyenne en France contre 25 pour la moyenne européenne. Voilà pourquoi le travail à temps plein est moins d'heures effectuées en France. Ce n'est donc pas un cliché. Les Français travaillent bien moins que leurs voisins européens. La durée annuelle du travail a baissé de 20% en France depuis 1976 contre 10% au Royaume-Uni ou 4% aux États-Unis. En comparaison internationale, la France fait partie des pays où la baisse de la durée annuelle de travail depuis 1976 a été la plus forte. L'étude précise que la France se distingue par un nombre de jours non travaillés, jours de congés nettement plus élevé que sur l'année, que partout ailleurs, et qu'il nous manque des millions d'heures de travail pour relancer le pays et payer les charges globales. On veut une meilleure assurance, eh bien, ça pose problème. Et puis aussi, nous ne sommes pas assez nombreux à travailler. D'ailleurs, la catégorie des retraités quitte 2 ans avant que les autres retraités européens. Conclusion, quand on hiérarchise par catégorie, les salariés français à temps complet travaillent toutefois moins qu'ailleurs. Des chiffres qui tendent à corroborer les affirmations du président de la République Emmanuel Macron, qui avait assuré il y a 1 mois et demi que depuis, je cite, la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires, la France se distingue par un nombre annuel de droits à jour de congé plus important que dans les autres pays. Vous en pensez quoi, Gérard Leroux? Aujourd'hui, le travail, c'est vraiment... Enfin, j'ai la chance, moi, dans ma commune, d'avoir une zone artisanale qui nous permet de dire, voilà, on développe à peu près 2000 emplois. On ne travaille pas beaucoup, oui, c'est vrai, on ne travaille pas beaucoup, mais
Il y a des difficultés dans les transports. Ce matin, je viens de croiser, en venant ici, je croise une de mes voitures qui partait sur Paris, qui était dans le bouchon. Elle est partie, le gars est parti à 7h, il va arriver sur le chantier, il va être 9h, 9h30. Il y a un temps perdu fou. Alors, améliorer les transports, c'est essentiel. Après, moi, mon métier, c'est couvreur. Eh bien, ça fait partie des métiers les plus sinistrés. Aujourd'hui, pour trouver un couvreur, c'est pire que de trouver un C'est très médecin. dur. Ouais. Bon, on a quand même une entreprise de 100 à 120 couvreurs. Vous avez une entreprise de 100, plus de 100 personnes, Ouais, c'est ça que vous voulez dire. Oui. Donc, cette gestion de travail est importante et c'est vrai qu'on a beaucoup d'heures de perdu, beaucoup d'heures de production de perdu. C'est ça aussi. Les gens ont l'impression de travailler énormément, mais ils travaillent énormément avec beaucoup de temps de transport. C'est vrai. Il y a de l'absence du domicile, c'est des amplitudes de travail énormes. Bah, moi, hier, j'ai mis 1h30 pour faire 10 km. Voilà. Donc, quand même, ça pose un souci. Ces amplitudes de travail, bon, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Les gens Ça démotive. Bah, bien sûr. On va poser la question à notre économiste du jour, Alexandre Jude. Qu'en pensez-vous? Alors, pour revenir sur le temps de travail, c'est vrai qu'effectivement, si vous prenez, on va dire, la durée légale du travail, elle est inférieure en France que dans d'autres pays, comme l'Allemagne ou le Royaume-Uni. Après, ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est les indicateurs que vous prenez. Et dans la deuxième partie de votre propos, vous avez bien précisé que, certes, quand vous regardez effectivement la durée légale du travail, on travaille moins, mais quand on regarde l'ensemble des gens qui travaillent, on identifie un autre problème qui est celui du taux d'activité, du taux d'emploi. Quand vous regardez le taux d'activité, alors en France, il est à un plus haut historique, mais quand on se compare à d'autres pays, on est derrière le Royaume-Uni, l'Allemagne. Et ça, effectivement, c'est le cœur du problème sur le marché du travail français, c'est-à-dire qu'on ne crée pas suffisamment d'emplois pour donner du travail à tout le monde. D'autant plus qu'on a la chance d'avoir une démographie qui est plutôt dynamique en Europe. Avec l'Irlande, on est l'un des seuls pays avec aux alentours de 2% de taux de fécondité. C'est un peu dommage d'avoir toute cette main-d'œuvre et de ne pas pouvoir leur donner du travail. Et donc les politiques publiques françaises, depuis 20-30 ans, ont une vision très malthusienne de dire on va diviser le travail pour essayer de donner du travail à tout le monde, mais finalement on se retrouve avec 8,5% de chômage. Mais finalement, ça ne marche pas, c'est ça que vous dites. Ça ne marche pas, voilà. Donc il faut qu'on modifie notre vision, il faut que les pouvoirs politiques modifient notre vision du travail. On va en reparler, si vous voulez bien, tout à l'heure, un petit peu dans notre débat. On va poser la même question à John Banner. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié, monsieur le maire, c'est que vous ayez justement parlé du transport. Et c'est vrai que par rapport au modèle du travail, on a une catégorie de travailleurs qui reste une catégorie qui est en perpétuelle évolution, qui est le monde du freelance, des indépendants. Et donc rien qu'en France, on a quand même presque 10% de la population active qui travaille en indépendant, la plupart depuis chez eux. Donc la question du transport est résolue. Je vois même nous, notre propre société, on a des Ukrainiens, un designer, Alex Nikiforov par exemple, il travaille de chez lui, il habite près de Kiev, et pourtant il travaille à temps plein pour nous, ce qui fait que son temps de travail, bien qu'il ne soit pas français, même s'il ne l'était, ça serait pareil, son temps de travail aurait été bien supérieur à un employé traditionnel qui devrait faire la même route que vous avez évoquée pour se rendre dans la capitale. Donc en effet, il y a une vraie évolution, à tel point que je le vois de San Francisco, et c'est même une étude Forbes, d'ici 10 ans, la moitié de la population active des États-Unis, donc 50%, sera en freelance. Et le freelance est un choix dans presque 90% des cas. Donc les jeunes préfèrent travailler en freelance, en tout cas aux États-Unis. Oui, c'est leur motivation. On a quand même 3 millions, donc en réalité c'est... Et en France, il y a déjà 3 millions de personnes qui travaillent en freelance. C'est vrai que le statut de freelance, il faudra qu'un jour je refasse une émission là-dessus, parce que c'est pas évident. Même pour prendre un crédit, il faudra que j'intervienne. Merci beaucoup pour vos commentaires à tous sur cette info. Autre information, entre guillemets, négative sur les Français, c'est la consommation des Français qui, pour le Made in France, n'est plus que de 14% de notre consommation, contrairement à l'Allemagne, par exemple, qui défend bien sa production. Donc on a là aussi des gros progrès à faire. Autre information, dernière information du jour, c'est année record
2018 pour l'agriculture biologique en France. 10% des agriculteurs travaillent désormais en bio selon l'agence bio. 7,5% des terres agricoles françaises sont consacrées à l'agriculture biologique, surtout dans les céréales, les oléagineux et les légumes secs. En 2013, seulement 1% des grandes cultures françaises étaient bio et aujourd'hui on est passé à 4,3%. L'objectif est de parvenir à 15% de la surface agricole bio fin 2022. 14% de l'emploi agricole est déjà dans les surfaces en bio, a déclaré Florent Gull, le directeur de l'agence bio française, organisme public qui suit l'évolution du bio en France et qui distribue 2 labels, le label AB et le logo européen Eurofeuille. En viticulture, le bond est très important, plus 20%, avec 12% du vignoble français en bio, 94 000 hectares en 2018. Un label CAB, conversion agriculture biologique, a été créé pour motiver à la conversion sur 3 ans. Pour les fruits et les légumes bio, l'objectif affiché dans la loi alimentation Egalim est de parvenir à 20% d'ici 2022, tout comme pour la restauration collective. En 2017, les achats de produits biologiques dans l'Union européenne s'élevaient à 36,8 milliards d'euros, avec une croissance de 11% donc depuis 2016. Malgré tout cela, plus de la moitié de ces achats étaient effectués en Allemagne et en France, donc c'est 2 pays qui sont très, très bio. Ceci a été permis par l'augmentation des capacités de stockage, mais ce que ne dit pas l'étude, c'est quels conservateurs mettons sur le blé pour pouvoir le conserver. On leur posera la question. Alors Gérard Leroux, justement, ça vous concerne le bio, puisque dans votre projet, vous allez mettre en place une ferme bio. Alors, sur la zone artisanale d'Edry, qui est la zone de la communauté de communes, ce sont impressionnistes, il reste une partie, un bassin versant sur Auvers, où il reste à peu près une vingtaine d'hectares. Et sur ces 20 hectares, l'idée est de faire une ferme, pas une ferme bio, mais faire de la culture, de la permaculture, et monter un circuit court sur ces terrains qui sont un peu moins faciles à industrialiser ou à bâtir. C'est l'occupation du sol et l'occupation pour un projet de qualité. L'idée, c'est de pouvoir avoir sur place des cultures de légumes. Il est même envisagé aussi un peu de production de poulet. Et il est envisagé que les gens puissent pratiquement venir faire leur marché, leur panier, directement à la zone, avec un point de vente éventuellement. Voilà, le but, comme vous l'avez dit, c'est de renforcer les circuits courts. Donc nous, tous ceux qui habitent pas trop loin, et même dans tout le Val d'Oise, ou peut-être ceux de l'Oise, viennent chercher de bons produits directement. Aussi habituer les gens à consommer proche de chez soi. Proche de chez soi, mais aussi le produit qui est cultivé suivant l'époque, parce que c'est essentiel. Ça. Maintenant, on mange des fraises toute l'année, c'est pas tellement normal. Bon, il y a un travail à faire là-dessus, et c'est éduquer aussi les gens en disant voilà, vous avez la possibilité, ça peut être fait là, près de chez vous. Voilà. Alors, Laurence Vélin, vous qui êtes naturopathe, c'est une bonne chose? Ah ouais, moi je trouve que ça c'est formidable. Je trouve que par rapport aux produits bio, c'est vrai que de manger plus naturel, et ben, le corps le gère mieux, parce qu'on dit bien que tout ce qui est cru, c'est beaucoup plus facile normalement à digérer. Et à l'inverse, bien souvent on rencontre des gens qui se disent mais non, mais qu'est-ce que tu me dis, manger une salade crue, moi je peux pas. Ben, c'est que déjà notre métabolisme est déjà bien engagé dans un terrain inflammatoire, et que c'est intéressant de retravailler ça en amont et de retravailler avec différents outils, entre autres la nutrition et des compléments éventuellement. On en parlera ensemble tout à l'heure si vous voulez bien. Dernière info du jour, c'est avec vous, Florie Beylen. Alors, quel programme musical ou culturel a Enghien au mois de juin? Alors, une programmation dense, j'allais dire comme d'habitude. En ce moment se déroule Tantamar 2019. C'est le rendez-vous des plus jeunes au Centre des Arts. Donc on met en avant en fait les jeunes artistes qui ont travaillé toute l'année avec des artistes, de vrais artistes, des adultes, sur des thématiques comme les arts numériques, le théâtre, la danse, etc.
Ça, c'est jusqu'à samedi inclus au Centre des Arts. Représentation, vidéo, cinéma, etc. Voilà, donc place aux jeunes artistes en ce moment. Le 15 juin, on retrouve une déambulation qu'on a appelée 5-4-3-2-1 Exploration, donc au Centre des Arts et dans la ville, toujours tourné autour des arts numériques avec 5 propositions artistiques à retrouver au centre et en ville toute la journée le 15, samedi 15 juin. On part ensuite en ville, en plein air, le 22 juin, donc au lendemain de la fête de la musique. Rien le jour de la fête de la musique? Alors, la fête de la musique, oui, bien sûr, il y aura bien sûr des surprises avec l'école de musique. Le programme est à venir. Le 22 juin, on propose notamment sur la scène du Jardin des Roses un concert. C'est une soirée hommage, reprise des plus grands tubes disco à 19h au Jardin des Roses. On enchaîne à 21h30 sur la fameuse grande scène flottante, qui est une des plus grandes scènes flottantes d'Europe, donc sur le lac, avec le groupe Cover Queen qui est en tournée dans toute la France. Donc là, c'est la reprise de tous les titres majeurs de Queen, j'imagine? Et c'est tout à fait ça. Donc vous savez que ça fait beaucoup l'actualité avec le film Bohemian Rhapsody, qui a reçu notamment 4 Oscars tout récemment. Donc avec ce groupe en hommage sur la scène flottante, et j'ajoute qu'il y aura 2 séances de ce fameux film Bohemian Rhapsody en amont de ce concert. Donc toujours sur la scène flottante, on pourra voir le film? Non, le film c'est à retrouver au Centre des Arts le 16 juin et le 19 juin. Je vous invite à retrouver les informations sur le site du Centre des Arts. Et pour bien clôturer cette soirée, sur le lac, un spectacle pyromélodique, donc ouvert à tous, à tout le public. Donc ça, on va rappeler la date, c'est le 22 juin. C'est le 22 juin, vous retrouverez toutes les informations sur le site de la ville et du Centre des Arts. Et pour terminer la saison en beauté au Centre des Arts, un dernier concert dans le cadre de nos soirées musicales. Alors c'est une scène découverte qu'on a mis en place au Centre des Arts depuis le mois de janvier, qui est ouvert à tous. C'est un événement gratuit sous forme d'afterwork musical dès 18h30, donc une soirée happy hour et live gratuit. On propose de retrouver de jeunes talents découvertes. On suit notamment des groupes de la région. Et en l'occurrence, le 27 juin, on invite un trio électropop qui s'appelle Forme. On les suit depuis quelques mois. Ils ont fait déjà les grandes scènes, rock en scène. Ils sont arrivés finalistes notamment du Ricard Life Société Musique. C'est le plus grand tremplin jeunes talents en France. On les suit de près et on vous invite à les retrouver donc, le 27 juin au Centre des Arts à partir de 18h30 en live. Voilà, demain, on passera un extrait de leur titre pour faire connaître ce groupe Forme, effectivement, qui est très intéressant. Moi, j'ai entendu un petit peu leur musique. Donc ça, c'est les Music Corner. Ce sont des rendez-vous que vous donnez tous les mois, finalement. Mais là, la saison s'achève. Après, vous allez reprendre en septembre. Tout à fait. Donc là, je rappelle à tous ceux qui nous écoutent que c'est une soirée gratuite, très agréable. On peut boire un verre. En fait, comme vous l'avez dit, c'est un after-work. Ça, c'est très intéressant. Et puis, peut-être pour terminer, on peut rappeler ce soir les entretiens médicaux d'Anguin, si ça vous intéresse nos auditeurs, à 18h. Ça sera sur le microbiote, justement. Et donc, je pense que ça intéresse beaucoup de monde. Culturellement, après, suivra le jazz à Anguin. Mais là, le groupe Barrière viendra nous présenter la semaine prochaine. Merci beaucoup, en tout cas, Florie Belaine, d'avoir été présent avec nous ce matin. Et donc, prochain rendez-vous en ce qui vous concerne, eh bien, c'est ce week-end. On vous retrouve au Centre des Arts. Voilà, c'était nos infos du jour. On va tout de suite faire notre première pause musicale et on revient avec nos invités juste après. Il faut encore que je dise ça tout à l'heure. C'est quoi le titre que tu as oublié chez toi? C'est Forme. Ouais, tu l'as? T'en as? Je vous ai envoyé un lien pour le télécharger. Oui, je l'ai fait, mais je l'ai oublié chez moi en partant. Ce matin. Vous l'avez le lien? Non, là, je l'ai pas. Non, j'ai pas le temps. Vous l'avez sur Deezer, mais pas sur Spotify. Je peux vous le ramener si vous voulez. Je peux faire un aller-retour et vous le ramener sur une clé. Ça vous intéresse? On peut... fin de l'émission. on a le temps? Oui, on a le temps de le passer avant 10h30.
Bah, c'est gentil, merci. Sinon, de toute façon, parce que Je pense 10 que heures, c'est bien de faire la promotion comme ça. Ok. Non, mais je le repasserai demain de toute façon. Si vous pouvez, oui, si vous avez un compte Deezer, ouais. Je sais pas, quand j'ai Spotify. Moi aussi, ils sont pas sur Spotify. Non, Si ça vous dérange pas, Je fais ça. à ce moment-là, vous avez le code. Ouais. Hein, vous rentrez. Ça va, je suis pas là. Puis Je fais bon, le- c'est je- gentil, je merci laisse ma beaucoup. place. Ok. John, vous pouvez venir avec nous. Donc là, c'est des courtes pauses musicales. Hop. En fait, la manière dont on le prononce, c'est Wider. Ah, wider, vous dites. Moi, je savais pas. Ah, l'anglaise. Exactement. Merci. Je me suis dit que j'allais me faire recadrer de toute manière. Je préfère ne pas le faire en live. Oui, c'est mieux, mais bon, pas grave. Hein. c'est pas grave, faut le faire. Ça me dérange pas. Je me vexe pas, vous inquiétez pas. Oh, je me Personne n'est parfait. Voilà, hop. Moi, j'ai eu ton mot Sur LinkedIn. Ouais. Alors tu reçois tout ce que je mets du coup maintenant. Ouais. Bon, j'ai vite barré ça, moi, ça va vite. Non, je plaisante. C'est qui là? C'est Ah, c'est Tool Stillman. Stillman. Blue 7, parfait. Vous êtes. Bon, on y retourne. Ah bah on va mettre Medusa après, j'aime bien. Moi, je sais pas, moi, Si, Portugal The Man, j'ai déjà mis plusieurs fois, on l'a déjà mis plusieurs fois. on y va. Bah, de toute façon, elle va nous amener forme, donc ça va être bien. C'est bon, vous êtes prêts? Nous sommes ici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Gérard Leroux, maire d'Henry, d'Alexandre Jude, économiste chez Indeed, de Florie Baylen, chargée de mission musique au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains, de Laurence Vélin, ostéopathe, naturopathe et directrice générale de Cellfood, et de John Banner, qui lance le réseau social Wild. Je vais arriver à le prononcer d'ici la fin de l'émission. Gérard Leroux, vous êtes maire d'Henry. Alors, dans votre ville ou village, je ne sais pas comment vous voulez spécifier, C'est ma petite commune. votre petite commune, on va dire. Voilà. On va parler des défis de la gestion justement d'une petite commune. Et puis, on va revenir, si vous voulez bien, sur la zone d'activité. Et puis, mais la première question que j'avais envie de vous poser, c'est la voiture individuelle est-elle bien toujours le premier mode de déplacement pour vous? Ah oui. Il n'y a pas d'autre choix. Ben, il y a eu un effort de faire, justement encore, au niveau des transports en commun sur Henry. Là, il y a une nette amélioration. Toujours pareil, grâce à Valérie Pécresse, je reviens dessus. Mais il y a eu, au niveau de la région, un effort considérable pour les transports. Donc, on a maintenant pratiquement à Henry un bus toutes les demi-heures. Voilà. Avant, c'était un bus le matin pour les élèves, enfin 3 bus le matin pour les élèves en scolaire, et puis après, c'était un bus toutes les 2 heures pratiquement. Maintenant, on a pratiquement un bus toutes les demi-heures qui nous emmène à la gare de Cergy. Voilà. D'accord, parce qu'en fait, il faut rappeler que votre petite commune d'Henry se situe dans le parc naturel du Vexin. Voilà, la commune d'Henry se situe dans le parc naturel du Vexin, dont le président Marc Giraud et le fondateur du parc naturel du Vexin. Un des fondateurs, c'est Gérard Claudel. Gérard Claudel qui a été maire de la commune pendant, je crois, 30 et quelques années. C'est un petit peu grâce à lui que la commune est devenue ce qu'elle est devenue, qu'on ne s'est pas trouvé vraiment intégré dans Cergy. On est à la limite, on est encore des ruraux. On va dire qu'on est des ruraux. Et vous tenez à cette étiquette de ruralité? Bien sûr, parce que Henry, c'est un quartier, tout le monde se connaît, tout le monde se dit bonjour. Il y a tout un historique de la commune qui fait qu'il fait bon vivre à Henry. Alors justement, il fait bon vivre et vous développez sur Henry une zone d'activité. Vous avez parlé tout à l'heure, on a parlé de la ferme bio lors du commentaire des infos. Que va-t-il se passer sur cette zone que vous voulez développer à Henry? Alors la zone d'Henry, c'était au départ 7 hectares, et puis c'était un centre de formation France Télécom, et France Télécom s'est séparé de ses actifs, et au moment où sont séparés de ses actifs, Gérard Claudel a saisi l'opportunité de racheter le terrain. Oui, on a racheté le terrain par le biais de la communauté de communes.
Et on a développé pratiquement pour l'instant 25 ou 27 hectares de zones artisanales. Avec encore des projets, puisqu'on a un projet de monter, de construire 15 ateliers pour des TPE, parce que c'est important. Il faut pouvoir proposer aux TPE le petit local qui va leur permettre de démarrer dans leurs entreprises. Démarrer l'entreprise, il faut un petit local avec des loyers raisonnables. Alors on a ce projet, on est encore en train de terminer 13 terrains qui sont pratiquement tous vendus, mais je crois qu'il doit en rester quelques-uns encore à vendre si ça intéresse, grâce à la CEMAVO qui développe le projet. Après, notre grand projet, c'est aussi de construire un centre avec d'espaces partagés pour le travail, faire du coworking. On fait aussi dans ce centre qui servira pour les entreprises d'avoir un lieu pour faire des réunions, parce qu'effectivement, on a beaucoup de petites entreprises qui ils ont besoin aussi des fois de pouvoir réunir des gens. Donc on va mettre en place ces salles de réunion. On va avoir des bureaux en espace partagé. C'est la solution de demain. Et Henry, c'est sur une arête qui va de l'Oise jusqu'à Cergy. On a la départementale 27. C'est l'axe qui amène sur Paris. Bon, si on peut faire un petit détour, eh bien, sur Henry, la zone artisanale sera capable d'accueillir une vingtaine. Aujourd'hui, on part sur une vingtaine de postes pour du coworking. Et puis voilà, c'est... Oui, et puis comme vous l'avez dit très justement, aussi des bureaux qui permettent du temps partagé, où on peut venir s'installer ou recevoir des clients, et puis on loue en fait un espace de travail pendant une certaine durée. Voilà. Ça, c'est la nouvelle méthode qui évite justement les problèmes de mobilité et puis de voiture. Là encore, on est subventionné aussi, par la région. Il y a un contrat de ruralité qui est fait. On est encore subventionné par la région. Alors, autre sujet avec vous, si vous voulez bien, Gérard Leroux, c'est ce projet que souhaitait faire l'association Espérer 95, accueillir des gens en précarité. Où c'en est? Qu'allez-vous faire? Allez-vous en accueillir ou pas? Où en est la décision finalement? Alors, un rappel historique, un petit peu d'historique de l'opération. Un matin, je reçois un coup de téléphone du préfet à l'égalité des chances qui me dit, Monsieur le maire, eh bien écoutez, on va placer... il y a chez vous 80 personnes en situation de précarité. Je dis 80 personnes, 2400 habitants, je ne vais pas faire, c'est pas possible. Et puis, il y a eu des discussions. Aujourd'hui, on est prêt à accueillir des personnes en situation de précarité avec un nombre raisonnable. Le nombre raisonnable, c'est 20 personnes. 20 personnes, c'est pratiquement un petit pourcent de la population. Si chaque commune faisait cet effort, et nous, les communes d'Henry, on est prêts à accueillir. On est prêts à accueillir, c'est pas du social, je le dis bien, c'est de l'accueil de gens en situation de précarité. Et la commune d'Henry, avec Espérer 95, je pense qu'on doit pouvoir arriver à faire cet accueil dans de bonnes conditions. Alors justement, qu'est-ce que c'est que les bonnes conditions? Rappelez-nous. Les bonnes conditions, pour moi, c'est de ne pas faire un ghetto. On a un bâtiment où il y a une trentaine de logements, qui est clôturé, c'est pratiquement au cœur du village. Mettre dans 30 logements 80 personnes, plus éventuellement des gens qui pourraient arriver, ça devient... Les gens ne vont pas pouvoir s'intégrer. Mettre 20 personnes, des mères de famille, des enfants, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On est capable, à l'école... Les écoles sont capables de les absorber? On est capable de les absorber, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a donc tout le côté éducation à prendre en compte. Bien sûr, mais on a l'appui aussi de l'académie. L'inspecteur m'a appelé, il m'a dit, vous inquiétez pas, s'il y a un problème, on sera là, on aidera. Et j'ai la chance d'avoir une école qui fonctionne bien. Alors, pareil, alors, il y a le problème donc des écoles. Quels sont les autres problèmes si on veut bien accueillir, justement? Quels sont les problèmes qu'il faut résoudre? Il faut accueillir les gens. On a des associations et il faut aller vers les gens.
Si on les laisse chez eux, il ne va rien se produire. Si on les a avec nous, c'est là le principe de l'accueil, ça fonctionne très bien. Est-ce que là, ce sont des populations qui parlent français ou en plus, est-ce qu'il faudra leur apprendre le français? Je suppose que moi, le travail qui peut être fait avec Espérer 95, et c'est là où nous, on n'est pas forcément capable de faire en tant que commune, Espérer 95, ils ont quand même une mission. Et s'ils font correctement leur mission, et pour moi, il n'y a aucun souci. Voilà. D'accord, donc en fait, la commune associée à une association qui fait son travail, c'est ça que vous voulez dire, peut accueillir bien et faire intégrer une vingtaine de personnes dans votre commune d'Hennery. Ça se verra pas. Parce qu'après, il y a tout le problème de l'emploi et de la mobilité. Eh bien, écoutez, il y a 3 ans, on avait deux ou trois familles de Roumains qui sont arrivés là complètement démunis. Bon, on a pris la décision enfin, ils avaient un logement, mais enfin bon, avec étant démunis, ils n'avaient plus de logement. On a pris la décision de les loger sur l'hôtel des impressionnistes. On les a logés. On a payé le loyer peut-être 2 ou 3 fois. Ces gens-là maintenant sont intégrés, ils travaillent à l'hôtel. Et ils parlent français. Les enfants sont à l'école. Alors là, les enfants, c'est terrible parce qu'il n'en faut pas longtemps pour apprendre c'est sûr. Bon, et voilà, ça, la preuve que le cerveau est élastique dès la plus tendre enfance. Après, mais je sais pas, le principe d'accueil à Hennery, on a une IME qui est à côté de la zone artisanale. Alors, vous allez dire ce que c'est qu'un IME, donc c'est un institut médicalisé pour des enfants en difficulté, enfin, oui, des enfants... Un institut médicalisé pour enfants, spécialisé. Voilà. Donc, cette IME accueille en ce moment 60 enfants. Il y a un travail qui est fait avec l'école. On essaye d'intégrer les enfants à l'école. Et dans mon programme de construction, je vais construire 2 classes et une salle d'activité pour pouvoir mettre à disposition une classe pour 7-8 enfants de l'IME, une classe externalisée à l'IME. Les enfants sont dans l'école, il y aura un contact au niveau de la cour, au niveau des jeux, et il y aura toute indépendance de la classe dans ce nouveau bâtiment. Donc l'accueil, la bonne volonté, le bon vivre ensemble. Avec un bon suivi et du vivre ensemble, et une volonté finalement. Oui, mais du coup, vous êtes impliqué à 100% dans tous les projets en tant que maire. Bien sûr. Mais alors, ça c'est oui, tous les projets, y compris la réfection de la route. Voilà. Donc en fait, un maire, il doit savoir tout faire. C'est ça les défis c'est ça le défi d'un maire d'une petite commune. S'il n'a pas de DGS, il faut tout faire. Alors vous en êtes où avec la gestion de votre commune, votre petite commune, comme vous dites? Comment faites-vous? Et quels sont les défis ou les difficultés que vous avez rencontrées? Les difficultés, la dernière des difficultés, c'est la gestion de la route. On a une route qui traverse le village, c'est une départementale, et cette départementale va devenir route communale. Pour qu'elle devienne route communale, on a demandé au département, voilà, nous on veut bien prendre la route, mais il faut refaire tout. Donc on est en train de refaire toute la route, ça va faire pratiquement 1 an que ça dure, avec toutes ces surprises, les mauvaises surprises qu'on peut avoir, d'amiante dans le bitume, des amiantages, enfin ça coûte une fortune tout ça. Et alors, la commune ne peut bien sûr pas le payer. Comment vous allez faire? On a quand même, on va dire que la commune a été aidée quand même. Le département nous aide, la région nous aide. Donc ça va. Ça va, c'est dur, mais bon, voilà. Disons qu'on avait un peu d'économie. Les économies, alors pour 2450 habitants, combien de fonctionnaires avez-vous pour vous aider dans la gestion de votre commune? Alors, on a une douzaine de personnes. Il y a une douzaine de personnes. On est obligé de se retrousser les manches tous les jours finalement. Le maire est sollicité tous les jours? Oui, le maire est sollicité du mardi matin au vendredi soir. Voilà. Parce que le maire, il s'octroie quand même
le samedi, le dimanche et le lundi. Vous prenez 3 jours Ouais. par semaine de Mais repos. je suis à la mairie du matin à 8h jusqu'au soir, des fois à 8h. Et les habitants sonnent à votre porte de maire tout le temps? Oui. 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 Donc on n'hésite pas à venir vous non, voir dès qu'il y a un Mon problème. bureau il est ouvert, il n'y a pas de souci. Quels que soient les sujets, quels sont les sujets pour lesquels on vous sollicite? Oh, bah, vous savez, entre les chiens qui aboient, les coqs qui chantent, et voilà, c'est des sujets. Et après, des sujets. Bah oui, mais tous ces gens-là, il faut arriver, faut qu'ils arrivent mécontents et qu'ils repartent avec le sourire. Voilà. Et bon, on essaye de faire au mieux et de les satisfaire. Bon, quand c'est hier, il y a une dame qui est venue me voir en disant voilà, les chiens aboient. Je ne peux pas. Tenez vos chiens et faites tenir les chiens des autres, mais je ne peux pas faire. Là, c'est carrément pour moi impossible, la mission impossible. Donc finalement, on peut dire que votre fonction de maire, vous êtes vraiment le dernier lien social entre tout le monde. Oui. Donc est-ce que vous comprenez quand on dit qu'il faut supprimer des communes en France? Ben non. Les communes, il faut quand même, entre guillemets, j'ai la chance d'avoir une équipe, avec quoi une équipe d'adjoints vraiment remarquable. Les adjoints, on se voit tous les mercredis matins, tous les problèmes sont réglés avec les adjoints. J'essaye de prendre un minimum de décisions seul. Toutes les décisions, tous les projets sont faits en commun, avec voilà. toute l'équipe municipale. Avec l'équipe d'adjoints. Après, dans les conseils, bien entendu, on remet les opérations, on remet les projets en phase et après, on est d'accord. Il y a des votes. Il y a voilà. des votes. Voilà. Non, mais voilà, c'est ça le job de maire. Et donc finalement, quand on est maire comme ça d'une petite commune, on ne peut pas travailler en dehors. Ben non, vous êtes retraité, vous? Oui, moi je suis retraité. Retraité d'une grande entreprise, puisque oui. vous aviez plus de 100 personnes. Oui. J'ai pris la retraite le 1er avril 2015 et 2015-2014, je ne me rappelle même plus quand c'était 2015, je crois. Et le 1er mars, j'avais mon bureau à la mairie. Voilà. Donc en fait, vous avez donc fait la jonction, tout simplement. Et après, je me suis occupé de ça. Puis après, quand on est chef d'entreprise, on a été habitué. Alors vous savez que j'ai fait de gros efforts parce que quand on est habitué à commander et à gérer tout seul, il faut s'habituer après à l'écoute. Ah oui, c'est pas pareil de gérer une commune que de gérer une entreprise. Et quand vous gérez une entreprise, vous prenez une décision, en général, vous allez à la banque et puis ça colle, on y va, ou ça colle pas, on n'y va pas. Là, on décide d'un projet, il faut monter le projet, il faut attendre d'avoir des subventions, il faut... Donc ça apprend la patience. Ça apprend la patience. Et pour moi, c'était très dur. Mais voilà, c'est tout. Est-ce que c'est difficile de montrer des projets en France? Parce qu'on est quand même très lent par rapport à d'autres pays quand on veut changer les choses. Oui, mais... Ou est-ce que c'est nécessaire, cette lenteur? La lenteur, elle est un peu nécessaire, et je pense, elle est la résultante de... pas de bêtises, mais elle est la résultante de gens qui prennent des décisions, qui ne sont pas toujours claires, et qui font qu'il peut y avoir des erreurs, il peut y avoir pas des malversations, je ne veux pas dire ça comme ça, mais il peut y avoir ça peut mal fonctionner. Voilà. Quand on prend le temps, il faut... Moi-même, des fois, j'ai pu prendre des décisions, et alors que je n'étais pas dans les règles. Donc, pour être dans les règles, il faut mais c'est le tempérament entrepreneur. Tempérament entrepreneur, il manque un truc, on y va, on fait. Bon, et on n'a pas forcément le droit de le faire. Donc, il faut gérer ça. Donc, quelquefois, il faut outrepasser le droit, c'est ça que vous voulez dire en tant que maire? Non, mais souvent, il vaut mieux attendre. Mais il faut mieux attendre. Et prendre le temps de la réflexion. Bien sûr. Merci beaucoup, Gérard Leroux, de nous avoir parlé des défis d'un maire de petite commune. Je propose qu'on fasse une nouvelle pause musicale et on revient avec nos invités dans quelques minutes. Enfin, même dans 1 minute. On fait une très courte pause musicale. Est-ce que vous voulez dire autre chose? Est-ce que vous voulez poser des questions à monsieur le maire? Certains, peut-être, certains d'entre vous, non? Non? Je veux dire bravo, ça doit être super, ça doit être difficile. J'ai mis Médusa avant. Merci. Je l'aurais entendu. Et juste, vous avez une idée à peu près de l'heure de fin? Oui, c'est 10h24.
10h25. Merci beaucoup. Tu nous redonnes la parole avant. Comment? Tu nous redonnes la parole avant. Parce que là, on va passer qu'une minute. Elle peut attendre 2 secondes. Mais sinon, je lui porterai sinon. Bon, Alexandre Jude, c'est à vous. Alors, on va parler économie, emploi, Indeed et bref. Vous avez en tête la liste des emplois les plus demandés, etc. Oui, je peux vous poser des questions comme ça. Vous voulez vous mettre à côté au cas où? Non, enfin c'est bien. L'idée, c'est plutôt, on va dire, d'avoir une discussion générale sur le marché du travail en France, et comme ça, je redoublerai avec un certain nombre de problématiques comme la mobilité. Mais si vous avez les postes les plus demandés, ça m'intéresse, ça nous intéresse. Non, vous savez pas. Mais ça ne sera pas des choses très spectaculaires, on va dire. On est sur l'une des recherches les plus fréquentes sur notre site, c'est babysitter, par exemple. D'accord, ça vous me le direz quand même. Ouais. Ok, donc on y va? Voilà, c'était un extrait du titre Médusa. Je vous propose un beau titre pour cet été. Aujourd'hui, au bar de l'économie sur IDFM, je suis en compagnie de Gérard Leroux, maire d'Hennery, d'Alexandre Jude, économiste chez Indeed, la plateforme de recherche d'emploi, de Florie Beylen, chargée de mission musique au Centre des Arts d'Anguin-les-Bains, de Laurence Vélin, directrice générale de Cellfood, et de John Banner, qui a créé le réseau social Wider. Alors tout de suite, on va passer la parole à Alexandre Jude pour parler un petit peu. Donc, je rappelle que Indeed, tout le monde connaît Indeed, c'est la fameuse plateforme de recherche d'emploi, tout type d'emploi d'ailleurs, installée en France depuis 2008. 6 millions de Français sont en recherche d'emploi sur votre plateforme, Alexandre Jude. Alors, première question, comment va l'emploi en 2019 en France? Quelles sont les perspectives pour vous? Alors, comment va l'emploi? C'est une vaste question. Vous parlez du taux de chômage. Le taux de chômage, actuellement, il est à 8,5% de la population active. Donc un plus bas de 10 ans en France, mais ça reste bien plus élevé qu'au Royaume-Uni, en Allemagne, aux États-Unis, où ils sont à 3-4%. Est-ce qu'on comprend pourquoi il y a autant d'écart chez nous? Est-ce que vous avez une explication? Alors oui, on comprend très bien. La principale explication, c'est qu'on est un marché du travail très rigide. C'est-à-dire qu'il est difficile de rentrer sur le marché du travail. En général, vous avez une dichotomie très forte entre ce qu'on appelle les insiders, donc les gens qui sont en CDI et qui ont un contrat extrêmement stable, et les outsiders, donc des gens qui sont dans des formes d'emploi un peu plus précaires, qui ont du mal à accéder au CDI. Vous avez tout un tas d'autres rigidités. Il y a une question de mobilité qui est très importante. On en parlait tout à l'heure avec la contrainte du transport. Il y a aussi des questions de valeur du diplôme, de difficulté de passer d'un secteur à un autre. C'est des obstacles auxquels on se heurte encore énormément en France quand on se compare par exemple aux pays anglo-saxons où vous pouvez entrer dans la finance avec un diplôme de lettres par exemple. Donc, je rappelle ce que vous dites. En fait, on a un problème de rigidité chez nous, mobilité, valeur du diplôme, le problème d'entre CDI, CDD. Est-ce qu'on a aussi un problème de mentalité, peut-être, de chef d'entreprise, de sélection, ou c'est fini? Finalement, l'entrepreneur français est assez ouvert. Non, je pense qu'on a beaucoup et de très bons entrepreneurs en France. On en a d'ailleurs ici sur le plateau. Je ne pense pas que ce soit un problème de mentalité, c'est plus un problème de système. Est-ce que vous pouvez expliquer ce que vous voulez dire par cette notion de système, qu'on comprenne bien? Alors, le système, c'est plusieurs choses. On a un système de protection sociale qui était adapté aux problématiques qu'on pouvait rencontrer dans les années 40, 60. À l'époque, où on avait de la croissance. À l'époque, où on n'avait pas de chômage. Et là, actuellement, malheureusement, on a du chômage. On a, par rapport à nos voisins européens, un peu moins de personnes qui sont en emploi. Et donc, qui dit beaucoup de chômage, moins d'emploi, dit peu de cotisations, donc moins d'impôts. Et forcément, les gens qui sont au chômage, qui sont inactifs, en général, vous leur versez des allocations. Donc d'un côté, vous devez verser beaucoup d'allocations, et de l'autre côté, vous ramassez moins d'impôts. Et donc, forcément, vous avez un déficit, ce qui n'aide pas à la gestion et à la pérennisation du système. Donc, le problème du chômage en France, il est absolument central. Ce qu'on ne répète pas souvent, et ce qu'on ne répète pas assez, c'est si vous réglez le problème du chômage en France, vous réglez
régler quasiment tous les problèmes. Le problème des retraites, par exemple, c'est un problème de chômage, parce qu'il faut avoir des gens qui cotisent pour payer la retraite, des gens qui sont en retraite. Vous avez, on parle souvent de la mobilité sociale, par exemple. Une grande partie de la mobilité sociale peut se faire et devrait se faire par l'emploi, la capacité de passer d'un emploi à l'autre, de valoriser son expérience. Sur un marché rigide, c'est extrêmement compliqué. Si et alors, qu'est-ce qui qui... est renvoyé tout le temps à votre diplôme ou au fait que, étant donné que le marché du travail est un peu étroit, vous allez passer 3 ans dans un emploi aidé dans une mairie, et si c'est pas reconnu dans le secteur privé, ça va être difficile d'avancer loin. En fait, on ne donne pas assez de chance, finalement. Donc, ça revient à dire que celui qui emploie est un peu rigide, n'est pas assez agile, reste trop cantonné à certaines barrières, c'est ça? On a un système peut-être qui ne libère pas suffisamment les énergies. Donc, c'est notre mentalité malgré tout. Je ne parlais pas vous avez la mentalité, donc ce qui est de l'ordre individuel, et vous avez ce qui est de l'ordre du global du système. Le système, c'est un système socio-fiscal. Je ne sais pas, par exemple, pour toucher le RSA, par exemple, vous devez remplir un dossier. Quand vous êtes chômeur, vous allez à Pôle emploi et vous êtes vous faites un parcours administratif, ça fait partie d'un système. Je pense qu'en France, on insiste trop sur le système et sur on a énormément de contraintes d'ordre collectif et on ne donne pas suffisamment à l'individu la capacité de s'exprimer pleinement, et c'est vrai en particulier sur le marché du travail, mais c'est vrai aussi, par exemple, quand vous regardez les problématiques de formation initiale à l'école, on a encore des filières qui sont extrêmement normées. La filière professionnelle est peu reconnue en France, alors que par exemple en Allemagne, vous avez énormément d'apprentis, des gens qui peuvent commencer à être formés à 16 ans. Ça les empêche pas d'avoir un bon métier, ça les empêche pas 10 ans après de reprendre un travail, de se reformer s'ils veulent changer de branche ou changer de niveau. Ça, c'est quand même encore en France quelque chose qu'on a un peu du mal à faire. Alors le gouvernement a fait énormément d'efforts là-dessus, parce qu'il y a eu une réforme de la formation professionnelle, il y a beaucoup d'efforts En début d'année. sur l'apprentissage, mais il faut persévérer dans cette voie et accélérer le niveau. Et accélérer, et donc moins de ghetto finalement. En fait, finalement, ce que vous voulez dire, c'est que quand on rentre quelque part dans une filière où qu'on soit chômeur ou soit à Pôle emploi ou soit dans une filière de formation, on a du mal à sortir de l'étiquette finalement qu'on a. C'est ça que vous nous dites. Et c'est ça le système, c'est ça qui bloque. On n'est pas assez agile ni dans un sens finalement, ni dans l'autre. Tout le monde est responsable finalement. En quelque sorte, oui. En quelque sorte. Alors, revenons sur le chiffre du chômage. Quel est le bon chiffre pour vous? Est-ce que c'est le chiffre annoncé par l'INSEE ou est-ce que c'est d'autres chiffres? Est-ce que c'est celui du Bureau international du travail? Quels sont les bons chiffres quand on parle pourcentage de chômage? Alors, vous avez deux organismes en France qui mesurent le chômage. Le premier, c'est l'INSEE, qui utilise une méthodologie internationale, qui est la méthodologie du Bureau international du travail, qui nous permet de nous comparer avec nos voisins. Donc le chiffre du chômage BIT publié par l'INSEE, il est aux alentours de 8,5% en France. Vous avez aussi Pôle emploi, qui est chargé du suivi et de l'indemnisation des demandeurs d'emploi. Voilà, qui publie un autre chiffre. Voilà, qui publie un autre chiffre. Donc vous avez plusieurs catégories. Le chiffre qu'on retrouve le plus souvent, c'est le chiffre des chômeurs en catégorie A, donc les gens qui sont au chômage, qui n'ont pas d'emploi et qui sont tenus d'en chercher un. Et là, on est sur 3,4 millions de chômeurs. Les 8,5% du chômage BIT publié par l'INSEE, on est sur 2,4 millions de chômeurs, donc il y a une différence d'1 million entre les deux. Ensuite, vous pouvez aussi prendre des définitions beaucoup plus larges. Si vous prenez la dernière catégorie de Pôle emploi, on est aux alentours de 6 millions. Si vous intégrez par exemple les gens qui sont en sous-emploi, typiquement les gens qui sont en temps partiel subi, les gens qui aimeraient travailler plus, les gens aussi parfois qui sont au chômage technique, les gens qui sont des saisonniers, qui travaillent en extérieur et qui, par la météo par exemple, peuvent pas travailler. Donc quand on fait les enquêtes, qu'on prend la semaine de référence et qu'on demande aux gens est-ce que vous avez travaillé cette semaine-là, vous avez effectivement des gens qui n'ont pas pu travailler parce qu'il pleuvait, travailler en extérieur. Donc, quand vous prenez les définitions les plus larges,
parle souvent des 6 millions de chômeurs en France, ça intègre tous ces gens-là. Mais en fait, finalement, par contre, si on prend que le chiffre de gens qui structurellement n'ont pas d'emploi, ce serait 3,4 millions. C'est bien ça que vous avez dit, d'après Pôle emploi. D'après Pôle emploi, voilà, les chômeurs. Et donc, on oscille entre le chiffre indiqué par l'INSEE ou le chiffre de Pôle emploi. Oui. Alors pour vous, Alexandre Jude, je rappelle que vous représentez le Hiring Lab, l'Institut de recherche d'Indeed, qui réfléchit sur l'avenir du travail et de l'emploi dans le monde. Quel est-il l'avenir du travail, et en tout cas pour la France? Comment voit-on ça dans votre institut de recherche? Alors c'est une question assez complexe. Ce qu'il faut bien voir actuellement, c'est que ce qui va déterminer à long terme les caractéristiques du marché du travail, il y a un débat économique. On n'est pas sûr, par exemple, de l'impact de la robotisation et de l'automatisation. Vous allez trouver des études qui vont vous dire que 40% des emplois vont disparaître à cause de la robotisation. D'autres études vous disent c'est 7%, la moyenne doit être sans doute aux alentours de 15%. Vous avez le sujet effectivement des freelances. Est-ce que dans 30 ans, tout le monde sera freelance? Point d'interrogation. Vous avez là encore des études qui vous disent dans 30 ans, la plupart des gens seront en freelance parce qu'ils vont vouloir reprendre leur indépendance. On va dire le contrat de travail est quand même un contrat de subordination, donc ça vous oblige à rester dépendant d'un employeur. Si vous voulez organiser votre temps, c'est mieux effectivement d'être un indépendant ou d'être en freelance. Ce qu'on constate actuellement dans les chiffres, c'est qu'en pourcentage, la part de salariés n'a jamais été aussi élevée en France. Dans les années 70, vous aviez plus d'indépendants en France. Donc pour l'instant, on ne le constate pas dans les chiffres. Peut-être que dans 10, 20, 30 ans, ça sera différent. Pour l'instant, on ne le constate pas. Non, au contraire même, c'est ce que vous venez de dire, il y a plus de salariés qu'en 70. Oui. Par exemple, quand vous regardez en Suisse, un pays qui va plutôt bien économiquement, les freelances, par exemple les livreurs Deliveroo, ont maintenant un statut juridique qui s'apparente à un contrat de travail. Donc voilà, on ne sait pas trop, au Royaume-Uni ou aux États-Unis, la culture n'est pas exactement la même. Donc est-ce que ça va évoluer on va dire dans le même sens que la Suisse, on ne sait pas. Comment ça va évoluer en France? C'est aussi une question politique. Moi, je vois plutôt la France se rapprocher de la Suisse que des pays anglo-saxons sur ce sujet en particulier. Alors, on est chez Indeed, c'est une plateforme qui permet de rechercher tout type d'emploi. On voit que les entreprises ont du mal, se plaignent parce qu'elles ont du mal à recruter. Et malgré tout, il y a beaucoup de gens qui ne trouvent pas de travail. C'est quand même. Alors, quels sont les métiers les plus demandés, j'allais dire? Est-ce que vous pouvez nous indiquer d'abord qu'est-ce que les entreprises recherchent, d'une part, pour elles, et puis côté ceux qui cherchent, qu'est-ce qui revient le plus souvent sur la plateforme d'Indeed? Alors, sur Indeed, nous, on a la chance d'avoir à la fois toutes les compétences et tous les types de postes. Donc, on est, de ce point de vue-là, peut-être beaucoup plus représentatif du marché du travail que d'autres sites, d'autres réseaux sociaux qui seront spécialisés soit sur un secteur, soit sur des gens qui sont plus qualifiés. Donc quand vous regardez la masse à la fois des offres et des demandes, donc ce que les chercheurs d'emploi tapent sur notre site, on a beaucoup effectivement de métiers comme babysitter par exemple, de job étudiant. Ensuite, ça dépend, on va dire, du secteur que vous regardez. Par exemple, on est extrêmement bien placé aussi pour suivre l'évolution des métiers numériques. Sur un certain nombre de métiers numériques, comme le marketing digital, comme la programmation, comme tout ce qui est lié aux objets connectés, aux systèmes embarqués, on est sur de l'augmentation annuelle qui peut aller jusqu'à 200-300%. Donc on voit effectivement l'essor des métiers numériques qui quand même reste encore petit à l'échelle de l'économie. Mais nous, ça effectivement, de notre site, qui est un peu, on va dire, une tour de contrôle du marché du travail. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une forte tendance à la France à se mettre au numérique, en fait. Alors une tendance, oui, mais sur un nombre de postes qui, par rapport à la masse de l'économie, parce que le marché du travail français, c'est quand même 40 millions de personnes,
ça reste petit, malheureusement. Mais effectivement, ça augmente, et heureusement, parce qu'il faut à tout prix numériser l'économie française. Il faut que les entreprises, et pas seulement les startups, se saisissent de l'outil numérique pour pouvoir faire des gains de productivité, pour améliorer leur efficacité. Quels sont les autres postes, quelles sont les autres grandes tendances que vous voyez sur votre plateforme? Alors ça dépend, ça dépend de plein de choses, ça dépend de la région, ça dépend des industries. En tout cas, on regarde l'industrie automobile. Vous avez vu que ce matin, la fusion Fiat-Renault a été annulée, malheureusement. Reportée peut-être, oui. Quand vous regardez l'état du secteur automobile français, par exemple, ce qu'on constate, c'est qu'il y a de moins en moins d'offres, mais malheureusement de plus en plus de demandes de la part des candidats. L'automobile reste un secteur traditionnel qui attire les chercheurs d'emploi, et malheureusement en France, on leur propose de moins en moins d'offres. Donc le secteur de l'automobile, pour vous, n'est pas un secteur d'avenir, c'est ça que vous nous dites aujourd'hui? On constate que la part de l'automobile dans l'ensemble des postes qui sont proposés sur Indeed diminue. Baisse. Alors que d'un autre côté, l'intérêt des chercheurs d'emploi est toujours assez vif pour ce secteur. Alors l'Île-de-France est-elle dynamique? Alors, c'est la région la plus dynamique de France. Oui, c'est très dynamique. Il y a plein d'endroits différents dans l'Île-de-France. Vous avez évidemment Paris et l'Ouest parisien qui regroupent la plupart des sièges sociaux qui montrent un dynamisme extrêmement important sur notre site. Vous avez aussi d'autres régions qui fonctionnent très très bien, comme Auvergne-Rhône-Alpes. L'Aquitaine aussi est une région assez dynamique. Et pour revenir sur l'Île-de-France, qui est quand même la première région française en termes économiques, où vous avez environ 12 millions de personnes, c'est là où se concentre le gros des métiers numériques. Si par exemple vous regardez tout ce qui est marketing digital, les offres de marketing digital sont fortement concentrées en Île-de-France, parce qu'on a tendance, justement, c'est des fonctions en général centrales que vous allez regrouper au siège et que vous allez proposer en Île-de-France, dans le 92 à la Défense, pour que ce soit proche de vos fonctions financières et des centres de décision. Merci beaucoup Alexandre Jude pour ces précisions. Donc je rappelle ce que vous avez dit en synthèse. L'Île-de-France très dynamique en emploi, beaucoup d'emplois aussi en marketing digital, donc la France se numérise. Mais le pourcentage de la part de salariés n'a jamais été aussi élevé en France et 40 millions de personnes travaillent. Merci beaucoup pour ces rappels. Et là, effectivement, on casse quelque chose puisqu'on pensait que la part salariée était en diminution. Donc non, contrairement au siècle dernier, eh bien, il y a plus de salariés qu'avant, ce qui est une bonne chose pour les Français. On va tout de suite passer la parole à notre première start-up du jour. Laurence Vélin, vous êtes ostéopathe, naturopathe et nutritionniste. Et en 2016, vous devenez directrice générale de Cellfood. Alors, avec vous, on va parler de métabolisme, car vous fabriquez une gamme de compléments alimentaires. Alors déjà, pourquoi avoir choisi de créer une société dans ce domaine? Et expliquez-nous les formules et ce que vous faites. Alors, c'est une société française, certes, mais qui distribue en exclusivité un produit américain, un complément alimentaire unique au monde et dont on dit qu'il est le numéro 1 mondial des ventes de l'oxygénation cellulaire. Il est distribué dans 90 pays et depuis plus de 50 ans, et il s'appelle Cellfood. Et la France est le dernier des entrées dans cette communauté internationale des distributeurs de Cellfood. Alors donc, vous faites une gamme de 8 produits associant donc différentes substances naturelles. D'où proviennent ces substances? Alors, elles proviennent d'environnements de la mer à base d'une algue rouge qu'on appelle le Lithothame calcareum et un procédé d'oxygénation qui a été élaboré par un physicien dans les années 50 et cette association des deux multiplie ou potentialise la capacité qu'ont tous les minéraux, les oligo-éléments qui sont distribués dans l'algue d'agir sur le corps humain et vont aller
travailler au cœur de la cellule et ce qu'on appelle une thérapie, c'est ce qu'on appelle une thérapie mitochondriale. Alors justement, comment peut-on garder, par quel procédé, puisque vous extrayez un produit naturel à la base, comment peut-on garder toutes les substances actives Alors ça, c'est dans un produit aux États-Unis bien gardé, dont je n'ai pas la connaissance. Mais en réalité, ce qui est très intéressant, c'est que c'est un produit qui a été reconnu par le ministère de la Santé en Afrique du Sud comme un produit luttant contre la malnutrition. Rien qu'avec si peu de traces de tout ce que contient cette algue rouge du Lithothame calcareum, grâce à ce procédé d'oxygénation, qui est bien sûr gardé secret. D'accord, donc c'est un procédé... Mais c'est un procédé, excusez-moi, c'est un procédé naturel. Naturel, et puis qui utilise la cryogénie, si j'ai bien compris. Oui, tout à fait. Voilà, donc en fait, on refroidit quelque chose très fort pour en garder toutes les substances actives. Alors, vous dites que ça... quelles sont les qualités qu'on lui reconnaît? Vous dites qu'il y en a 6. Vous dites que ça améliore le niveau d'oxygène, mais aussi que c'est un puissant oxydant. Antioxydant, je veux dire. C'est un puissant antioxydant. Alors, c'est une gamme de 8 produits en réalité. Et ça fait 3 ans que nous le présentons au Congrès international de la santé naturelle. Et c'est un concept innovant, car justement, comme je le disais, il agit au cœur de la cellule, donc au niveau mitochondrial, avec ce qu'on appelle un procédé d'oxygénation naissant. Et d'ailleurs, il y a en gain une cure respiratoire avec des eaux sulfurées qui ont des propriétés antiseptiques et anti-inflammatoires. Et donc, ça va un peu dans cette mouvance de process d'oxygénation qu'on utilise. Alors, il y en a différents, et dont celui-là. Alors, vous avez développé vous avez pris cette marque en développement donc il y a maintenant 3 ans. Où en êtes-vous? Quels sont les défis d'entreprise que vous rencontrez? Les défis d'entreprise, c'est de pouvoir continuer, de perdurer. Alors nous, on a choisi un système de développement à travers le web parce que on trouvait ça possible à ce moment-là de le faire comme ça. Du coup, on propose sur un site qui est www.cellfood-france.fr toute cette gamme de compléments nutritionnels. Et donc, c'est un mode de distribution sur ce site pour le grand public. Mais aussi, on a eu la chance au début, grâce à des grands groupes qui nous ont fait confiance, comme Monoprix avec leur boutique Bio Naturalia, ou sur Paris et sur région parisienne, ou des sociétés de vente en ligne de produits bio comme Navoti par exemple, ou encore en plein Paris au cœur du BHV, un centre de santé tourné vers l'oxygénation qui s'appelle le Centre Élément. On a eu cette opportunité de se développer aussi par un autre biais qui est la commercialisation un peu classique. Voilà, donc 2 types de distribution, soit l'Internet, soit qu'on vous trouve dans certaines boutiques, comme vous l'avez rappelé. Ouais. Et on fait un produit et à la fois grand public pour tout le monde, parce que ça fonctionne énormément de bouche à oreille, avant tout, et puis aussi parce qu'il est recommandé par certains médecins, nutritionnistes, naturopathes, qui le connaissent et qui le connaissaient souvent avant que je ne distribue en France, et qui sont venus à nous en disant « Ah, c'est chouette, enfin, on a trouvé cet endroit. Avant, il fallait aller dans d'autres pays pour le trouver, et maintenant, on peut se fournir en France. » Alors j'ai vu que cette algue, enfin voilà, vous la distribuez sous différentes formes, en gouttes, en gel, voilà. Pourquoi? Alors au départ, ce sont des gouttes, parce que le process d'activation et d'assimilation est très intéressant et bien supérieur à un procédé, par exemple, comme les comprimés. Ensuite, cette gamme a toujours le produit fondamental dans tous les produits de la gamme. Et après, on y associe parfois un peu de vitamine C, parfois de la silice et des produits comme ça. Et il y a un sérum qui est un produit de Cosméto et qui est donc pour la peau et qui a été reconnu par Que Choisir et qu'on peut trouver sur des sites comme recommandé
reconnu, vous savez, comme Yuka, un site où on passe les produits et on découvre le contenu du produit. Et donc, c'est un sérum, donc toujours avec un process d'oxygénation à l'intérieur. Et à l'intérieur du sérum, vous avez de l'aloe vera. C'est donc un grand hydratant, mais aussi, comme c'est oxygénant, ça donne un peu de fraîcheur à la peau. Mais on s'en sert aussi en dermato pour toutes les pathologies de peau, par exemple l'eczéma, de psoriasis ou même de la cicatrisation, des rougeurs, des coups de soleil, voilà. J'ai vu que vous aviez aussi un produit qui peut soigner les troubles de l'humeur. On peut aussi lutter contre les douleurs articulaires, les allergies. Donc c'est aussi anti-inflammatoire. Puis le collagène, vous venez d'en parler. Oui, tout à fait. On a un produit qui s'appelle le SAMé, Cellfood SAMé, avec cette molécule de SAM qui aide à réguler l'humeur. Et ce en quoi c'est super intéressant par rapport au Cellfood, c'est que alors que normalement le SAM est distribué en comprimé, celui-là est complètement distribué en gouttes que vous mettez en perlingual, donc qui va s'assimiler comme l'homéopathie et qui va passer directement dans la microcirculation. Laurence Vélin, pour vous développer, quels sont vos besoins actuellement ? C'est d'avoir un peu plus de personnes pour nous accompagner. Alors là, je reviens vers la dynamique, comme quoi c'est en tant qu'entrepreneur, c'est difficile en fin de compte de trouver des partenaires pour nous accompagner. Donc voilà des annonces d'offres d'emploi à mettre sur le site d'Indeed. Même marketing digital, mais quand j'entends aussi, même sur le web, pour trouver des webmasters, c'est une vraie galère entre guillemets parce que ils sont tous débordés, quoi. Ceux qui sont disponibles, enfin même en allant, que ce soit des grosses sociétés ou des plus petites sociétés, ce sont des gens, ils sont pris et ils peuvent pas gérer des petites sociétés comme les nôtres. Et voilà, donc donc ça, c'est pas facile. Premier besoin pour vous, vous faites donc un appel à des postes, à des offres d'emploi à pourvoir. Donc si on veut vous contacter, on fait comment ? On peut aller sur le site directement parce que vous avez un accueil et puis vous avez un contact et vous pouvez nous téléphoner sans problème, avec grand plaisir. Donc on va rappeler votre adresse mail pour vous contacter. L'adresse mail, c'est contact@cellfood-france.fr. Et sinon, vous allez sur le site qui vous mènera directement à l'adresse mail. Et le site, c'est www.cellfood. Voilà, si vous avez franceFR. Voilà, si vous avez travaillé dans le bien-être à la personne, eh bien, contactez Cellfood. Ils ont des offres d'emploi à pourvoir. On va faire tout de suite une pause musicale, si vous voulez bien. Je vous propose d'écouter le groupe Forme, dont on a parlé en actualité, et que vous retrouverez au prochain Music Corner au Centre des Arts à Enghien-les-Bains. Donc là, c'est un extrait. On le repassera demain, parce qu'on va tout de suite passer la parole à John Banner. Hein ? J'ai dit c'est bon, on repart. Non, quand même. Une petite minute de pause musicale. Alors ça, c'est quoi ? C'est le produit pourquoi ? Ça, c'est le produit de base. Donc, c'est celui qui agit sur le métabolisme d'une manière générale, mais en amont de tous les autres qu'on va pouvoir prendre en spécifique. C'est vrai que le document donné, je vous ai donné plutôt le document scientifique, alors que je m'étais plutôt axée sur le document sur la il fallait me donner ça. Mais bien sûr. Oui, mais ça fait rien. Moi, ce qui est intéressant, c'est le côté économique. Enfin, voilà, j'avais plus vu le côté économique, le rapport avec plus tout ce qu'on pouvait vraiment un peu plus d'économie. Non, mais ça fait rien. De toute façon, on a dit le principal. C'est bizarre. Je pensais que c'était plus enlevé comme. C'est pas ça que j'ai écouté moi hier. C'est pas mal. Ah, c'est un bon groupe, hein. C'est déjà bien structuré, je trouve, comme musique. Bon, on y va ? J'ai rangé tous mes papiers, moi. Quand tu veux faire un jingle, quand tu veux me faire envoyer un jingle, je fais signe. Ouais, parce que là, ça va pas, mon truc. Je change tous mes papiers, moi. Nous voici de retour au bar de l'économie. Je suis en compagnie de Gérard Leroux, maire d'Ennery.
de Laurence Vélin pour Self-Food, d'Alexandre Jude, économiste chez Indeed, et puis de John Banner. Alors John, c'est avec vous qu'on va prendre la parole tout de suite. Alors vous avez été à Vivatech, vous avez lancé Wider, un nouveau réseau social basé sur le répertoire de l'utilisateur. Vous êtes aussi, vous n'êtes pas votre première entreprise, puisqu'en 2014 vous aviez créé Sphère, spécialisée dans la conception de réseaux sociaux éphémères, qu'on a retrouvé d'ailleurs dans des grands groupes comme Galeries Lafayette, SNCF. Et puis vous faites partie, vous êtes référencé par Forbes dans la catégorie des moins de 30 ans à suivre, et vous avez en plus reçu une double médaille d'or au concours récent de Vivatech. Alors pourquoi lancer un nouveau réseau social ? Parce que c'est nécessaire et c'est demandé. C'est-à-dire que vous avez, dans les réseaux sociaux, vous avez constamment des scandales. Mais au-delà des scandales, il y a une vraie confiance qui s'est perdue finalement sur les personnes qui les pratiquent. Et donc en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait un grand besoin, une grande demande pour avoir un endroit sécurisé pour pouvoir s'exprimer, un endroit de confiance pour pouvoir recevoir des propositions lorsqu'on a un besoin, et aussi revenir à la base du réseau social, à savoir mettre en relation les personnes et de surcroît des personnes que l'on connaît réellement. Qu'est-ce que va nous permettre de faire Wider ? Parce que si on compare ce nouveau réseau social, il est évident que tout le monde va vous comparer à d'autres grands noms. Donc on va peut-être pas tous les citer, mais il y en a quand même un certain nombre maintenant. Qu'est-ce qu'on peut faire sur Wider ? C'est vrai que la question naturelle, c'est de se dire, au final, on a Facebook où tous les Français, 50% des Français se réveillent tous les matins et lancent Facebook. Donc on pourrait se demander qu'est-ce qu'il y a en plus sur Wider qu'il n'y a pas sur Facebook. En réalité, sur Wider, il y a beaucoup de choses en moins. C'est-à-dire que sur Facebook, comme d'autres réseaux sociaux, vous pouvez rechercher une personne et dire que vous êtes ami ou en relation si elle accepte. Vous pouvez aussi commenter un post, mais ce commentaire sera public. Et donc tout ça, ça provoque un réseau sur lequel on est avec des relations qui ne sont pas forcément réelles. Des faux amis, en fait. Exactement. Comme on peut retrouver des fausses informations, on peut retrouver avec de faux amis. La résultante, c'est que finalement Facebook, on en parlait, est considéré comme un média. Donc, lorsque on veut, je ne sais pas, demander, je recherche une nounou pour ce soir, vous disiez justement sur Indeed que c'est une des premières requêtes, bah finalement sur Facebook, ce n'est pas forcément la bonne cible. Lorsque vous allez rechercher même un emploi, LinkedIn, certes, vous pouvez rechercher des personnes, mais si on ne les connaît pas réellement, en réalité, le taux de réponse est extrêmement faible. Lorsque vous allez être vous-même professionnel, on parlait du marché des indépendants, ou même des libéraux, vous êtes ostéopathe, pour trouver des clients, LinkedIn comme Facebook, ça ne reste pas toujours le meilleur moyen de se faire connaître. Et enfin, on le sait très bien, par rapport aux avis en ligne et par rapport aux commentaires en ligne, c'est des choses qui peuvent se manipuler. On peut créer un faux restaurant sur TripAdvisor et se retrouver meilleur restaurant de Londres. C'est une histoire réelle qu'un journaliste a réalisée l'année dernière. Donc nous, on s'est dit, pourquoi C'est vrai, il suffit qu'on aille commenter soi-même sa propre entreprise. Et voilà, on est leader. Donc, on se retrouve leader. Exactement. On se retrouve leader. Donc ce que vous voulez dire, c'est que finalement, les réseaux existants, quels qu'ils soient, qu'ils soient de loisirs ou de réseaux sociaux, finalement, tout le monde peut faire du faux. Et là, chez Wider, on ne peut pas. Non, parce que déjà, la base, comme vous l'avez introduit, c'est le répertoire. On va se baser sur quelque chose qui existait bien avant l'iPhone, c'est-à-dire le carnet d'adresses. Et le carnet d'adresses, à la différence du nom, c'est quelque chose qui ne se devine pas. Je ne peux pas deviner votre numéro de téléphone. Par contre, en tapant votre nom en ligne, je vais pouvoir créer un certain lien. Donc là, en fait, en se basant sur le carnet d'adresses, on a créé un réseau qui est très propre, parce que lorsqu'on s'inscrit sur Wider, qui est une inscription qui est totalement gratuite, vous allez simplement mettre votre numéro de téléphone. Certes, on vous demande un accès au répertoire, les numéros de téléphone restent en local, les informations sont cryptées chez nous, et ensuite, les personnes que vous allez voir apparaître sur votre feed d'actualité sont soit des personnes que vous connaissez, soit que vous pourriez connaître par un maillage d'amis d'amis. Donc finalement, avec plus de 200 000 contacts qu'on a sur ce réseau-là, lorsque vous êtes sur Wider et que vous allez rechercher quelque chose de très spécifique comme un photographe pour un anniversaire, un dentiste qui fait pas trop mal, ou alors simplement, c'était mon cas, un déménageur pour aller aux États-Unis, ce ne sont pas des résultats de recherche, ce ne sont pas des influences monétaires qui vont influer sur le résultat de votre demande, mais ce seront des personnes que vous pourriez connaître, ou alors des professionnels en direct qui vont pouvoir vous répondre. Et le résultat, c'est qu'en l'espace de seulement quelques minutes,
vous avez une personne qui vous apporte la bonne réponse. Et on a vu de très belles histoires, des gens qui trouvent un emploi. On a vu des professionnels qui vont jusqu'à 15-20% de clients, de patients en plus. Ou alors on a enfin vu des personnes qui trouvent simplement la réponse à leurs questions en l'espace de quelques minutes. Alors, vous avez lancé cette application très récemment. Au bout de quelques mois, combien êtes-vous de contacts ? Là, on a un petit peu plus de 200 000. D'ici la fin de l'été, on sera plus d'1 million. Notre action est assez grande parce que sans grosse communication, on est déjà représenté dans plus de 7 pays. Bon, c'est vrai qu'on a des infrastructures déjà internationales parce qu'on a un bureau à Paris, en Ukraine, à Strasbourg et enfin à San Francisco, où moi-même je vis à présent. Mais pourquoi êtes-vous parti aux États-Unis ? Pour l'expansion et pour d'autres choses aussi. On recherche des talents très spécifiques dans le marketing. On travaille avec des anciens d'Amazon pour le pricing dynamique parce qu'on a un modèle particulier qu'on a eu besoin de mettre en place avec vraiment la crème de la crème. Alors justement, quel est votre modèle économique ? Ça repose sur les indépendants. En fait, Wider est l'unique plateforme dans le monde à être acceptée par les régulateurs comme étant légaux. Donc ça veut dire, vous avez des avocats qui ont un métier régulé, vous avez des ostéopathes qui sont des métiers indépendants. En fait, Wider n'est pas considéré comme un organisme de publicité. Donc là, ça veut dire que finalement l'indépendant, le libéral, va pouvoir se servir de Wider pour créer des alertes prioritaires, être prévenu dès que quelqu'un recherche son métier dans sa zone géographique et être le premier à pouvoir répondre à ce membre-là s'il accepte d'être contacté par des personnes en dehors de son réseau. Ce qui veut dire que ça, c'est notre modèle. On permet à cet indépendant-là de rentrer dans un abonnement mensuel pour pouvoir mettre en place ce type d'alerte. Et donc, il est dans un état de veille. Ça veut dire que finalement, les bâtonniers qu'on a contactés pour les avocats, on leur a demandé est-ce que les avocats qui n'ont pas le droit de faire de présence en ligne ont le droit d'utiliser Wider pour de la clientèle ? Et la réponse est oui. Donc notre modèle repose bien sur les indépendants, les freelances et les libéraux. Donc finalement, pour le particulier, c'est gratuit, mais pour les professionnels, on peut prendre un abonnement, c'est-à-dire qu'il y a 2 formules en fait avec votre nouveau réseau social, Wider. On peut prendre un abonnement pour trouver des contacts finalement. C'est un abonnement pour pouvoir répondre parmi les premiers dès qu'une personne recherche un besoin. Donc alors, même un prof à domicile qui fait ça en plus a la possibilité d'utiliser Wider pour pouvoir augmenter son réseau. Oui. Alors ça coûte combien donc si on est professionnel, puisque vous avez dit que vous cibliez les professions qui n'ont pas le droit de faire de la publicité par exemple. Oui, c'est vrai. Alors pour le moment, on est encore dans une phase où on offre ce service-là. Donc il n'y a pas encore de module payant qui a été mis en place. Maintenant, d'ici la fin de l'été, ça sera mis en place parce que c'est tout simplement ce qui nous permet de vivre, parce qu'on s'est engagé à ne pas faire de publicité vu qu'on ne récolte pas de données personnalisées. Donc l'unique moyen pour nous d'être rentable, c'est de passer par ces abonnements professionnels. Comment vous allez vous développer financièrement ? Est-ce que c'est de la love money ou bien est-ce que vous avez fait appel à des financeurs ? Alors Wider dépend de la société Sphère. Donc de votre première structure. Exactement. Donc Wider est la filiale américaine de la société Sphère qui jusque-là concevait des réseaux sociaux en marque blanche. Et donc, on bénéficie déjà des financements de notre chiffre d'affaires et de 2 sites qu'on a réalisés dans le passé. Maintenant, la question est légitime parce qu'en réalité, pour pouvoir lancer un réseau d'ampleur, être représenté comme une nouvelle génération de réseaux sociaux, il faut évidemment des financements. Oui, il faut aller vite en plus parce qu'il y a une grosse concurrence dans votre domaine. Bah, disons que pour le moment, on est les premiers à le faire sur le répertoire, mais comme il y a un engouement qui s'observe dans notre propre réseau, évidemment, d'autres acteurs vont s'y mettre. Donc là, en fait, d'ici la fin de l'année, on va être sur une série A. Donc on a la chance d'être déjà accompagné par des grands acteurs comme BPI France, par des privés, par des institutionnels. Mais là, on va monter en niveau parce que la série A justifie un certain montant de levée et surtout doit justifier d'une certaine croissance. Aujourd'hui, notre valorisation est déjà de 5,7 millions, mais avec une série A, on va vraiment se démultiplier. Et San Francisco est aussi choisi pour attirer des investisseurs américains pour un investissement dans la société française. Donc on n'est pas non plus dans un déménagement, mais dans de la réelle exportation de valeur. Alors vous avez dit aussi que vous utilisez des compétences russes, un peu tous les pays finalement, oui, pour trouver les bonnes personnes. C'est quoi les métiers pour vous les plus difficiles à trouver dans votre domaine ? Concrètement, ce sont les développeurs. Et les bons développeurs, parce que vous retrouvez, et c'est une chance énormément de formation en ligne, mais par contre, retrouver un développeur qui a une sacrée expérience et qui est surtout indépendant, qui peut s'auto-former très rapidement. Nous, pour vous donner une idée, la première version de Wider, elle a été initiée par Elmi Ben Ali, qui était notre lead tech
vraiment iOS. Et en fait, cette première version, elle a été faite en l'espace de 3 semaines. Vous demandez à n'importe quelle autre société technologique, lancer une première version d'un réseau social qui est déjà scalable pour accueillir jusqu'à 2 milliards de personnes, le faire en 3 semaines, c'est déjà un premier record. Et ensuite, une fois qu'on a eu ce premier talent, on en a eu d'autres. Et là, en fait, on a une capacité de recrutement qui est très rapide parce que on sait, moi-même, je suis ingénieur, donc on sait repérer les bons talents. Et c'est vrai qu'on, dès le départ, ça faisait partie de nos valeurs. On s'est dit qu'il faut être ouvert. Donc c'est vrai qu'en effet, on a un UX Writer qui est en Pologne, on a des personnes en Ukraine, on a San Francisco, Seattle, Strasbourg, Paris. C'est déjà assez étendu. C'est dans un modèle qui est aussi nouveau d'entreprise parce qu'on recrute des personnes qui travaillent à temps plein pour nous, mais qui ne sont pas forcément sur notre siège. Voilà, vous acceptez qu'ils travaillent en provenance d'autres pays, en fait, chacun dans son pays finalement. La plupart de nos développeurs ukrainiens, on ne les a jamais rencontrés physiquement. Et pourtant, ils travaillent pour nous et ça se passe extrêmement bien. Merci beaucoup John Banner de nous avoir présenté donc Wider, ce nouveau réseau social qui garde nos données confidentielles. Et donc vous reviendrez, j'espère, nous voir pour nous donner les premières nouvelles avancées, puisqu'il va y avoir d'autres possibilités avec Wider. Donc on en saura plus peut-être dans quelques mois quand vous reviendrez nous voir. Merci à tous pour votre présence en studio. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain, opération spéciale avec La Directe, Ouvre-moi ta boîte. Ce sera notre émission de demain avec 2 chefs d'entreprise et puis 2 missions locales. Et les jeunes vont s'exprimer directement sur leurs possibilités, leurs souhaits de job et leurs difficultés à trouver des emplois. Soyez avec nous. Bonne journée à tous. Il fait beau. C'est le mot de la fin. Et voilà, c'est le mot de la fin. Merci. Ah oui, il y en a tellement plus hier que... C'était pas gagné le soleil. Non. Merci beaucoup.